Pour eux, De retour avec nos invités dans Punchline. Je vous les représente si vous nous rejoignez, chers auditeurs d'Europe 1. François Pupponi est avec nous, ancien député. Raphaël Steinville, journaliste. Xavier Refer, qui est criminologue. Et Léonard Zerbib, avocat, ancien attaché parlementaire. Attendu pendant 10 jours, finalement dévoilé sur le fil. Le gouvernement Bayrou peut-il survivre à la censure? Et jusqu'à quand, au juste, la composition n'a pas tardé à faire réagir l'ensemble de la classe politique, à ceux qui sont franchement désabusés, à l'image du Rassemblement national, et puis à ceux qui n'ont cesse de dire nous allons les censurer. Retour sur ces réactions avec Charlotte Gorzala et Dounia Tingour pour commencer. Dès l'annonce de l'équipe gouvernementale, l'opposition s'est insurgée, à commencer par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une provocation. La droite extrême au pouvoir sous la surveillance de l'extrême droite. Même son de cloche dans le reste du nouveau Front populaire. Sans surprise, Mathilde Panot appelle à la censure et à la destitution d'Emmanuel Macron. Ce gouvernement n'a qu'un seul avenir, la censure. Avec la chute de Bayrou, le roi Macron sera nu. Son départ est inéluctable. Un mécontentement qui est aussi visible du côté du Rassemblement national, mais sur un ton presque désabusé pour Jordan Bardella. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Hélas, rien n'aura été épargné aux Français. François Bayrou a réuni la coalition de l'échec. Marine Le Pen a quant à elle appelé le gouvernement à ne pas tourner le dos à ses 11 millions d'électeurs. L'exécutif est ce soir en place. Il va devoir changer de méthode, écouter et entendre les oppositions pour construire un budget qui prenne en compte les choix exprimés dans les urnes. Pas de censure a priori donc pour le Rassemblement national, mais une option suspendue, notamment à la déclaration de politique générale que François Bayrou prononcera le 14 janvier prochain devant l'Assemblée nationale. Alors, il n'y aura pas de pacte de non-censure, c'est ce que dit Olivier Faure. Aucune des conditions n'ayant été respectées par François Bayrou. Ça promet donc sur la longévité réelle de ce gouvernement, François Pupponi. Moi, je ne dirais pas comme ça, parce que quand on regarde les déclarations du Rassemblement national, y compris Marine Le Pen qui dit on verra bien s'il y aura dans le budget, et puis c'est à ce moment-là qu'on choisira, entre une gauche qui dit nous, il n'y a pas de pacte de non-censure, mais on n'en veut pas, c'est pas le bon gouvernement, et l'extrême droite qui dit on va voir. L'avenir est possible pour le Premier ministre. Hein. Parce que si effectivement il arrive à tenir le Rassemblement national en respect, entre guillemets, pour éviter qu'il... Alors, de toute façon, l'heure de vérité, ça va être en février lorsqu'il va présenter son budget. Il a annoncé qu'il voulait un budget fin février. Donc ça veut dire tailler dans la dépense, là, parce que pour contenter le RN, mais vous savez, le rapporteur général du... L'annonciation de la techno. Voilà, le rapporteur général du budget, Charles Amédée de Courson, qui est plutôt quelqu'un rigoureux en matière budgétaire, dit depuis 6 mois, il suffit que l'on fasse 30 millions d'euros d'économies et qu'on ne fasse pas de prélèvement d'impôts et ça passe. Pour l'Europe, hein, pour satisfaire les revendications européennes. Voilà, donc la ligne est marquée. Et si effectivement François Bayrou fait cela, il diminue les dépenses sans augmenter les recettes, ça peut passer. Vous vouliez dire 30 milliards hein. 30 milliards, pardon. Oui. Vous avez raison. Il faut quand même... Oui, ça va. 30 milliards. Mais sincèrement, sincèrement, c'est techniquement possible. Hein, pardon. Non, mais il faut ajouter une donne. Certes, le Rassemblement national, aujourd'hui, une nouvelle fois, est un petit peu l'arbitre des élégances, mais il y a quand même une nouveauté par rapport au gouvernement Barnier. C'est que la droite est moins enclin à suivre aveuglément le Premier ministre que sous Michel Barnier. Laurent Wauquiez l'a rappelé qu'ils voteraient désormais texte par texte et que leur soutien n'est pas inconditionnel. Bien sûr. Mais donc c'est encore pire alors. Oui, bien sûr. C'est que c'est encore pire que la situation de Barnier. Mais le gage donné avec la double nomination justice intérieure qu'on commentait tout à l'heure, et il faudra de toute façon parler des actes que ça passe par une loi pour bien connaître François Bayrou, et je ne veux pas faire offense à l'ancien Premier ministre, à M. Barnier, je pense qu'il a un peu plus de finesse politique dans la situation actuelle. Que son prédécesseur ? Ah oui. Ah oui. Michel Barnier, on le présentait comme un négociateur hors pair du Brexit. Mais là, il faut négocier dans l'hémicycle. Oui. Et c'est pas pareil. C'est pas la même négociation. Il a eu moins de temps pour boucler un budget. Non, mais je répète, s'il fait un budget où il y a des économies sans trop de prélèvements, comment les Républicains peuvent être contre et comment le Rassemblement national peut être contre. Donc, l'heure de vérité, et s'il passe février le budget, alors là, il peut durer plusieurs mois. Autre extrait que j'aimerais vous partager, je vous fais réagir juste derrière Léonard Zerbib. Il était notre invité ce matin, Antoine Léaumont, pour LFI. Vous le savez, LFI répète comme une antienne qu'ils vont censurer ce gouvernement. Je vous propose d'écouter cet extrait.
Ça n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que des gens se pensent tout puissants et qu'ils oublient qu'il y a quelque chose qui s'appelle le peuple français. Qu'en démocratie, c'est le peuple qui commande. Donc on peut nier le résultat des élections pendant une certaine durée, faire comme si elles n'avaient pas eu lieu, alors même que c'est M. Macron qui a décidé de convoquer ces élections. Mais il y a une limite à un moment donné qui s'appelle le peuple français lui-même. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous déposions une motion de censure, nous allons le faire avec la France Insoumise, et que ce gouvernement tombe pour qu'enfin le résultat des élections de juillet dernier soit respecté par M. Macron. En fait, tant que M. Macron refusera d'entendre le message des élections de juillet, eh bien, nous serons dans une situation de crise politique. Oui, enfin, il omet juste de dire que pour ça, ils auront besoin du Rassemblement national. C'est un peu l'éléphant dans la pièce à chaque fois. Oui, il y a que 11 millions de Français ont voté Rassemblement national, mais ceux-là, on ne veut pas leur parler. Il n'y a pas que les voix de LFI pour nécessiter la censure. Non, mais hier, François Bayrou parlait de kamikaze à propos de Manuel Valls. En fait, c'est un peu ce gouvernement qui est kamikaze. Parce qu'en fait, on ne voit pas quel est l'élargissement de la base initiale qui était celle de Michel Barnier. On a essayé d'avoir des socialistes. En fait, on voit bien que les socialistes estiment que de toute façon, la non-censure n'est pas du tout valable. On a à l'intérieur quand même de ce gouvernement, je tiens à le préciser, à le signaler, 7 ministres qui ont été battus dans les urnes, soit aux dernières législatives de 2024, soit à celles de 2022, soit à celles de 2017. Et il y avait quand même, jusqu'à une certaine période, une doctrine qui était que quand on a été battu dans les urnes, on ne reste pas à un poste de ministre. Donc c'est quand même un peu surprenant alors qu'on sort d'élections législatives anticipées. Il y avait aussi une doctrine qui disait que quand on est ministre, on n'est pas maire, c'est tout à voler en éclats. Là. Alors, François Pupponi, est-ce que le disque est un peu rayé pour la gauche ? Parce que... Oui, on entendre dire ça à chaque fois. On sait qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas, comment dire. Vous parlez du plus petit dénominateur commun à propos de celui qui arrive à chaque fois à Matignon, mais eux, ils sont pas le plus grand dénominateur. L'erreur du président de la République et maintenant de Barnier, puis de Bayrou, ça a été de croire qu'ils allaient pouvoir raccrocher le Parti socialiste. Moi, je leur ai dit depuis 6 mois, mais vous vous trompez. Le Parti socialiste d'aujourd'hui, la seule chose qui les intéresse, c'est garder leur poste. L'intérêt général, ça ne les intéresse pas. Oui. C'est garder leur place. Voilà. Et pour ça, ils ne peuvent pas venir. Voilà. Or, sincèrement, le président de la République a cru, en faisant les dissolutions, que jamais le PS se mettrait avec LFI pour constituer un pôle. Voilà. Là, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir les raccrocher. Et à chaque fois, ils se trompent parce qu'ils analysent mal ce qu'est devenu le Parti socialiste, c'est-à-dire un parti pour permettre aux responsables de ce parti de garder leur mandat. C'est tout. Donc pour la gauche, oui, je pense qu'effectivement, alors après on verra bien comment tout ça finira, mais on voit bien comment en 2027 ou peut-être avant, Jean-Luc Mélenchon sera devant. Celui qui a loupé le virage, c'est Glucksmann. Hein. Non, mais si le soir de la dissolution, il déclare que compte tenu de son score aux européennes, il décide d'y aller seul, il peut changer la donne. Ne l'ayant pas fait. Vous disiez vous-même que le rapport de force sur le terrain étant trop favorable à LFI, il fallait que le PS, pour sauver des sièges... Oui, mais on se rapproche. Oui, ils auraient pu se rapprocher du bloc central. Ils auraient pu sauver aussi des places. C'est compliqué quand on se prétend socialiste de. On est d'accord. Et surtout, il y a les municipales qui arrivent. Bon. Non, mais on parle beaucoup de la méthode et de la méthode de François Bayrou. Mais quelle est-elle cette méthode ? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai écouté hier l'entretien. Il ne fait aucune concession. Les socialistes disaient on veut une concession sur la réforme des retraites. Il noie le poisson en créant artificiellement un débat pendant 6 mois, alors qu'il ne sait même pas lui-même s'il sera là dans 6 mois. Et la seule chose que demandaient les socialistes, c'était une suspension, un gel de la réforme actuelle. Il a fait une croix sur la gauche. Je n'en ferai pas. Donc en fait, il a fait une croix sur la gauche. De poste pour les socialistes. Et en plus, il n'y a pas de suspension. Oui, je voulais dire un mot quand même sur la France insoumise. Voilà 15 jours, 3 semaines, on a appris des choses terribles sur la France insoumise, qu'en réalité maintenant, ce n'était pas grand-chose de plus que le résultat d'une infiltration d'une secte trotskiste. Oui. Voilà. Que les réunions de travail de la France insoumise se tenaient dans les locaux de cette secte trotskiste. La secte trotskiste en question est un des pires avortements de l'histoire de la politique française depuis à peu près 80 ans. Elle existe depuis que Léon Trotsky, ou à peu près, a fondé la 4e Internationale. Systématiquement, ils ont été dans l'erreur politique la plus formidable. Cette secte trotskiste a soutenu Messaliach contre le FLN pendant la guerre d'Algérie. C'était un échec terrible. En mai 68, c'était les seuls qui ne voulaient pas être avec les étudiants. Et cette secte, celle de M. Lambert, la secte les Lambertistes. Les Lambertistes, c'est
dans l'histoire de la vie politique française, c'est très exactement, depuis l'origine, la boussole qui montre le Sud. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut se planter, ils se plantent. Ils n'ont rien eu de juste et aucune vision politique. Moi, qui sans doute un peu par masochisme, je lis de temps en temps leur bulletin qui s'appelle Information ouvrière. Information ouvrière, il n'y a pas un ouvrier chez eux. Hein. C'est des petits cadres, c'est tout ce que vous voulez. Monsieur Lambert a jamais travaillé un jour de sa vie dans une usine à l'origine. Mais c'est ça qui dirige la France insoumise. Je pense que leur échec est inévitable. Ils se sont dotés du talisman pour échouer, c'est-à-dire devenir lambertistes. Vous seriez aussi catégorique Raphaël Steinville, sur l'échec du lambertisme répété? Non, je suis moins catégorique. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si elle le mènera un jour à l'Élysée. En revanche, ils gravissent élection après élection une marche supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est son face-à-face avec Marine Le Pen. Et il sait que pour y parvenir, il lui manque entre 200 et 300 000 voix. Sa stratégie aujourd'hui, elle est claire, c'est d'aller les chercher notamment dans les banlieues islamisées. Et d'une certaine manière, ça fonctionne assez bien avec un parti socialiste qui est extrêmement faible parce qu'il est sous emprise et que c'est un peuple de notables qui a compris que pour pouvoir soit garder son siège à l'Assemblée, soit sa mairie, il faut pouvoir ne pas avoir un insoumis face à lui. Et donc, ils sont toujours enclins finalement à pactiser avec le LFI. Vous avez raison, à un détail près, toujours avec les trotskistes, au moment où ils vont y arriver, il y a une scission. C'est comme ça qu'ils n'ont jamais dépassé le 1% des voix du départ. Juste rapidement, ils ont quand même eu avec Jospin, ils ont failli y arriver, mais effectivement, ils ont chuté au dernier moment. Évidemment. Bon, d'accord. Et effectivement, Mélenchon, on peut espérer qu'il fasse à un moment un refus d'obstacle et que ses troupes se désunissent avant qu'il y arrive. Bon, ce qu'on dit, c'est toujours la conquête du pouvoir, mais pour ne pas le prendre, finalement. Oui. C'est l'éternel, l'éperdu poursuite du pouvoir. Le mariage sans la consommation. Exactement. Si vous voulez, je vous laisse la paternité du propos.